en préparant notre discussion, je suis retombé sur le site de l'ONISEP qui a sorti un article, sur, les handis en école d'ingénieur. Il faut faire, je cite: «Faire une école d'ingénieur lorsqu'on est en situation de handicap ou à besoins spécifiques, c'est possible, point. À condition de bien réfléchir à son projet professionnel et de préparer son parcours avec l'école le plus tôt possible». En fait, à quel moment tu demandes ça aux autres Ouais. étudiants? Et ça, c'est méga violent et c'est ça dans tous les pans. Quand tu dois aller au resto, avec des potes, bah, tu peux y aller à condition que tu préviennes le resto qu'il faut bouger une table. Tu peux y aller à condition que tu as vérifié que les toilettes étaient accessibles. Tu peux y aller à condition de... Bonjour et bienvenue dans l'Anomalie, le podcast qui ouvre la discussion sur la maladie et le handicap. Pour ce nouvel épisode, je vous propose une discussion avec Arnaud, avec qui j'avais été bénévole lors de mes études. Arnaud vit avec une arthrogrypose, qui a une incidence sur sa mobilité. Il se déplace avec des béquilles ou bien en fauteuil roulant. Le sujet de sa maladie en elle-même nous occupe assez peu dans cet épisode. En effet, la structure de cette discussion est légèrement différente de celle des autres. Si on revient sur le parcours d'Arnaud, c'est surtout pour expliquer pourquoi le militantisme antivalidiste est essentiel et fait sens avec son parcours. Le validisme, c'est cette idéologie qui pose la validité, l'absence de handicap ou de problème de santé, comme norme désirable. Dès lors, toute personne qui s'écarte de cette norme peut être discriminée, jugée ou perçue comme anormale. Arnaud se décrit dans l'épisode comme un baby militant, car son entrée dans le militantisme est récente. Néanmoins, son propos est riche, plein de concepts et suit une ligne claire. Notre société n'est clairement pas adaptée pour intégrer correctement les personnes en situation de handicap. Les conséquences touchent tous les aspects de leur vie. Isolement social, mise à l'écart systématique, violence accrue, infrastructures inadaptées ou sur un ton qui semble plus léger mais qui pose problème malgré tout, blagues oppressives. Tous les pans du quotidien sont donc concernés. L'épisode est dense, je vous préviens. Tout va très vite dans l'esprit d'Arnaud, mais il explique avec plaisir les différents concepts qu'il développe. Vous repartirez avec un super bagage pour devenir, vous aussi, des baby militants. Et du coup, bonjour Arnaud, je suis super contente d'enregistrer avec toi. Comme pour tous les invités que je reçois, j'introduis brièvement l'échange. Et en fait, on se connaît un petit peu dans la vraie vie, puisqu'on a été tous les deux bénévoles pour une association qui s'appelle Cheer Up et qui accompagne des jeunes atteints d'un cancer. Le but, c'est de les aider à réaliser des projets qui leur tiennent à cœur. Et c'était un très beau projet sur lequel on s'est engagés tous les deux. Tu es devenue bénévole, si je ne me trompe pas, 1 an ou 2 après moi. Et je pense que tu es une personne à côté de laquelle on peut difficilement passer en lien avec ta personnalité. Alors, je vais employer le qualificatif de grande gueule, qui a une mauvaise réputation, mais pour moi, c'est un compliment, puisque tu parles haut et fort, et à ce moment-là, j'avais déjà senti que tu avais des valeurs très fortes et qui, pour moi, étaient extrêmement positives. Tu m'as toujours donné une impression positive, même si tu n'étais pas trop d'accord quand on en a parlé juste avant le début de cet échange. Et la perception que j'avais de toi, c'était quelqu'un de safe, qui parle beaucoup, c'est vrai, mais qui est aussi à l'écoute. Et ces derniers mois, j'ai vu passer des posts de LinkedIn de toi où tu prenais position sur des sujets liés au handicap. Et je me suis dit, ce serait cool d'échanger avec lui, donc nous voilà. Bah, écoute, Giulietta, je suis très touché et merci de m'inviter. Alors, c'est marrant que tu me dises ça parce que moi, effectivement, à l'époque, et je te le redis, en dehors, en enregistrement, je me trouvais assez, enfin, avec le recul, j'étais assez exécrable. Je pense que ce que tu qualifies de grande gueule est plutôt du manspreading qu'autre chose, mais ok, je le prends comme un compliment. Mais merci de m'inviter en tout cas, ça me fait très plaisir de venir parler avec toi et de reprendre contact à cette occasion. Juste sur une échelle du manspreading, t'es très bas par rapport à d'autres Oui, oui, personnes non, de non, mais notre école. c'est tout à fait juste, mais bon, à l'époque, bon, après on pourra en reparler parce que je pense que ça fait partie de ma construction, mais on pourra en reparler. Donc j'ai donné la perception que j'avais de toi, mais c'est quand même mieux que tu te présentes. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, je suis Arnaud. Alors, je pense que si ça trompera personne, si je suis là, c'est parce que moi-même, j'ai un handicap. J'ai ce qu'on appelle une arthrogrypose multiple congénitale. C'est un handicap qui touche les 4 membres. Enfin, chez moi, les 4 membres, en fait, qui engendre des déformations osseuses et musculaires. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est au bout d'un moment, après la fin de la croissance, ça n'évolue plus, ou très peu. Là, je suis dans mon état de croisière. Je marche avec des béquilles, mais sur une petite distance. J'utilise majoritairement le fauteuil roulant. Tu m'as demandé de venir parce que, et je pense qu'il faut que je le dise tout de suite, tu m'as demandé de venir sur l'Anomalie parce que, effectivement, mes posts étaient des posts relativement militants et encore sur LinkedIn, on peut pas tout dire et donc je peux me définir comme,
un bébé militant de la lutte antivalidiste. Je dis bébé parce que c'est quelque chose qui est assez neuf, chez moi. Il est assez neuf chez moi parce que, moi j'ai grandi dans un milieu, où le terme n'existait pas. Je pense qu'il était même particulièrement invisibilisé, enfin, en fait, invisibilisé par l'ignorance de ce terme, sociologique, et politique. Pour bien te cadrer qui je suis, moi je viens d'un milieu, protestant, chrétien protestant de la classe plus super aisée, dans un milieu où la phrase «quand on veut, on peut», elle est sortie un peu à tout bout de champ, dans un milieu où on croit que globalement, le schéma politique dominant, à savoir le capitalisme libéral en Occident, est tout à fait naturel, que les inégalités, c'est parce que les gens l'ont bien mérité, etc. Donc voilà, je suis un peu. Alors, je fais des gros traits, je suis à gros traits, je pense qu'il y a un peu plus de nuances, mais voilà. On s'est rencontrés, Julieta, et ça rentre dans ma présentation parce que je fais partie des 10% des étudiants handi qui atteignent le master. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir fait plus qu'un master. J'ai fait un master à Sciences Po et un deuxième master à la Sorbonne. Et aujourd'hui, je travaille. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec le fait d'être une grande gueule, mais je travaille dans le lobby des ONG et dans le lobby associatif. Je dirige une petite association dans le social. Je ne sais pas s'il manque des choses dans ma présentation. Si tu veux que je rajoute des choses, dis-moi. Non, bah non, c'était ce que je voulais, c'était une présentation subjective et ça me semble être ok. Ma première question, parce que en fait, c'est ce dont on avait parlé avant d'enregistrer, c'est qu'on va pas faire quelque chose de très chronologique, on va finalement très peu parler de ton enfance avec ta maladie, etc. On va directement rentrer plus sur le sujet du militantisme. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse de ton militantisme? Alors, je vais reprendre une phrase que tu as évoquée lors de notre échange. Tu as eu un moment où tu t'es effondré psychologiquement et tu as eu une période de remise en question énervée, je cite. Ouais, alors en fait, je pense qu'on peut quand même faire un peu de genèse, parce que faut bien voir d'où je viens. Et c'est aussi pour ça que je me considère comme un bébé militant, c'est que enfin, j'ai grandi, j'ai été élevé dans un milieu où le dépassement de soi était survalorisé, où l'effort était survalorisé, mais aussi bien pour les valides que pour les handis. Mais du coup, le fait d'être handi, en fait, je l'avais pas complètement intériorisé, enfin, je l'avais pas complètement extériorisé, je l'avais pas complètement compris comme tel. En fait, ça me demandait d'en faire encore plus pour être au niveau de mes frères et sœurs, des copains à l'école, des amis que je pouvais rencontrer dans mes autres activités extrascolaires. Là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que le fait d'être dans un milieu relativement aisé et relativement ouvert, aisé, et dans lequel j'ai beaucoup de capital social et culturel, m'a permis de faire plein d'activités différentes. Mais je pense que c'est un peu le revers de bâton, c'est qu'au bout d'un moment, on questionne plus ses limites. Et donc, c'est là où je veux en venir. Effectivement, je me suis effondré psychologiquement en 2018. Donc c'est assez récent, hein, j'ai 30 ans aujourd'hui. À 24 ans, je me suis littéralement, en fait, j'avais tout réussi, de ce que la société, demande à des, gens classiques, valides, à savoir, faire, de longues études, avoir, un boulot. Du coup, à ce moment-là, je rentrais sur le marché du travail. Je faisais mon premier stage à Bruxelles, pas à Paris, tu vois? Enfin, j'avais décidé de bouger, et cetera. J'avais beaucoup voyagé au Bénin, en Allemagne en Erasmus. Enfin, j'avais fait beaucoup de choses, j'avais plein de potes, je sortais beaucoup. J'avais une copine, en gros, j'avais tout. Le modèle valide, de ce que le modèle valide rejette de OK, c'est positif d'avoir tout ça dans la société. En cette année-là, j'ai un peu regardé, je pense, le fait de quitter la vie estudiantine, le fait de se jeter dans le grand bain, le fait à l'époque de projeter éventuellement dans des fiançailles avec ma copine de l'époque, etc. J'ai regardé un peu ce que ça derrière, et j'ai vu en fait ce que ça m'avait coûté en termes d'énergie. Et là, je me suis demandé, putain, comment je vais faire pour tenir 40, 50 ans comme ça encore, pour tenir à ce niveau-là, en fait, d'exigence envers moi-même, d'exigence en termes d'énergie. Enfin, je peux pas. Et en fait, du jour au lendemain,
littéralement, mais genre, burn-out, physique quoi, enfin physique et qui s'est après, développé dans le mental, enfin j'avais des crises d'angoisse, j'arrivais plus à respirer et cetera, j'ai vraiment fait, allez, je pense, une bonne année de gros breakdown. Après, en allant voir une psy, en essayant de chercher un peu tout ça, en fait, je me suis rendu compte que, bah, ouais, pour survivre en tant que, petit bonhomme un peu mal foutu, un peu tordu, dans le monde valide, j'avais développé beaucoup trop de stratégies de guerrier, d'évitement, des stratégies de défense, vis-à-vis d'un monde qui est particulièrement hostile quand tu es handi et donc en fait, j'ai commencé à remettre un peu en question, mon rapport à la norme, donc à la validité. Qu'est-ce que ça veut dire être valide? Qu'est-ce que ça veut dire être invalide? Rapport à mon corps, qu'est-ce que ça veut dire être beau? Qu'est-ce que ça veut dire être fort? Rapport à l'aide, qu'est-ce que ça veut dire être aidé? Les termes qui reviennent souvent, c'est, l'assistance, c'est, des assistés, c'est des dépendants, c'est des et en fait, tout ça, j'ai commencé un peu à creuser la question. J'ai aussi creusé la question, avec les autres éléments que j'ai cités avant, tu vois? Des questions en lien avec, OK, ça veut dire quoi être un homme? Ça veut dire quoi être un homme handi? J'ai commencé un peu à remettre en question tous les trucs hyper virilistes et validistes que je pouvais avoir. Je pense qu'à l'époque, j'étais quand même un sacré macho, j'étais un sacré, tu vois, quand je te disais, j'étais un peu, un mind spreader, en fait, je prenais beaucoup de place pour montrer que j'étais là. Je suis content que tu m'en veuilles pas maintenant aujourd'hui, Giulietta, mais je pense qu'effectivement, j'étais quelqu'un qui prenait beaucoup de place pour être sûr que j'existais, pour être sûr d'être remarqué, parce que derrière, j'étais pas, enfin, je me sentais pas complètement à l'aise. Donc j'ai remis également aussi en question, et là on arrive sur un aspect un peu plus marxiste et un peu plus matérialiste, c'est qu'en fait j'ai remis un peu en question la question de la réussite sociale. C'est-à-dire que ouais, moi j'ai réussi à faire Sciences Po, j'ai réussi à faire des études, j'ai réussi à partir en Erasmus, j'ai réussi à avoir un taf hyper rapidement, mais en vrai, qu'est-ce que je serais devenu, si, j'étais né dans une famille pauvre, sans bagage social, sans contact, et cetera? Et en vrai, enfin, là-dessus, je peux qu'être reconnaissant envers ma famille, mais la question, c'est comment derrière, moi, ça m'a un peu chamboulé de me dire: «OK, tu as surmonté ton handicap là-dessus, mais» et encore, c'est le genre de phrase que j'aime pas beaucoup, mais qu'est-ce que je serais devenu si j'avais pas eu cette aide-là? Et en fait, là-dessus, tu commences un peu à creuser, tu commences un peu à remettre tout en question et tu commences un peu à déconstruire les discours hyper structurants chez toi et c'est ce qui a expliqué à mon avis le en vrai, je t'ai parlé d'un an de dépression, mais ça fait enfin, je pense que je m'en suis pas encore remis de ce voyage-là, de me prendre en fait en pleine gueule le validisme de notre société, me prendre en pleine gueule, la violence et la structure hyper normative, à laquelle on fait face, mais dans tous les pans de la société et en fait, j'en ai eu marre de trouver des excuses aux valides et aussi quand tu commences un petit peu à t'intéresser, grâce à Sciences Po naturellement, mais quand tu commences c'est pas nécessairement des choses qu'on t'apprend à Sciences Po, mais tu vois, quand tu commences à t'intéresser à des questions de mouvements sociaux, tu vois, aux États-Unis, il y a eu des super mouvements sociaux qui ont permis, de favoriser, l'accès à l'école, pour les jeunes handis et c'était des mouvements qui ont été portés par des personnes handis elles-mêmes et pas à travers la voix de quelqu'un d'autre et donc et c'est vachement plus fort et c'est comme ça que je me suis dit: «Mais attends, en vrai, il y a plein de choses à remettre sur la table et il y a plein de choses qui, pour moi, sont davantage» bon, là, on va partir sur le volet très fenêtre d'Overton, mais qui sont davantage liés à des courants de pensée type marxiste, type anarchiste, qui me permettaient, moi, de pouvoir trouver des solutions pour dire: «OK, on remet un peu les choses, au clair». Typiquement, tu vois, le fait de vivre dans une ville, et vivre à 3000 à l'heure, courir partout, c'est un truc de valide. Aucune ville, en tout cas métropole, n'est adaptée et ne le sera jamais parce que c'est au-delà de l'accessibilité physique, c'est également le rythme qu'on s'impose dans ce genre de villes qui sont pas donc il y a tout un modèle que tu peux venir re-questionner et en fait, c'est un champ des possibles et donc moi, c'est pour ça, que je commence, à voir le bout du tunnel d'une dépression qui a duré 3 4 ans, c'est que, ce militantisme, je le fais pas que pour moi, c'est-à-dire que, tu vois, j'aurais pu choisir de dire: «OK, je me bats, mais que pour ma gueule».
gueuler, faire des scandales, au CCAS parce qu'on me donne pas mon aide et dire: «Ah bah, c'est à cause des autres». Bah non, en fait, enfin, il y a plein de gens qui sont dans notre situation, il y a plein de gens qui d'ailleurs n'ont pas un certain privilège que moi je peux avoir et ben, en fait, on va plutôt se dire: «Bah, venez, on va se mettre ensemble». En fait, ouais, quand on rentre dans le monde social, on voit bien qui essaye de porter les trucs, c'est à la fois des personnes pauvres qui aident d'autres pauvres pour que les puissants, puissent, continuer de faire leur petite, non, mais c'est vraiment la théorie du CARE, de base. Ouais. Alors, c'est possible qu'il y ait des personnes qui soient pas militantes ou juste qui soient valides, qui écoutent l'épisode. Est-ce que tu peux donner un exemple ou des exemples de situations où tu as eu l'impression de faire beaucoup d'efforts pour te conformer à la norme et que ça te coûtait énormément? Ta question, elle est hyper dure à répondre parce qu'en fait, on l'a tellement intériorisée que c'est hyper compliqué et c'est une fois qu'on sort de la caverne, de Platon, qu'on fait genre: «Oh! Mais ça, c'est super relou, j'en veux plus». Alors un exemple, assez anodin pour commencer de validisme, duquel je me rends compte aujourd'hui, mais auquel j'avais pas du tout, conscientisé avant, c'est typiquement quand je suis en béquille, les gens me proposent pas d'aide. Par contre, dès que je me mets sur mon fauteuil, les gens me proposent de l'aide. Tu vois, c'est marrant ce truc de: «Ah ben, il a encore plus besoin» ou «Ah, enfin voilà, tu vois? Il y a un mécanisme de pensée qui vient et alors que les gens me voient debout, Mhm. tu vois? J'ouvre une porte, machin, je me mets sur mon fauteuil: «Vous avez besoin d'aide, monsieur?» Bah, en fait, je sais pas, mais non. Enfin, je fais des choses de la vie courante comme enfin, voilà. Donc ça, c'est assez anodin et c'est hyper insidieux. D'autres trucs beaucoup plus, violents, et je pense que j'ai un que je maintenant, je pourrais, analyser sous le prisme, validiste, c'est, typiquement, les études, c'est fait p enfin, tu peux y accéder à condition que, tu réfléchisses bien dans quelle école tu veux aller, que tu réfléchisses bien en amont, ton projet professionnel. À condition de en préparant notre discussion, je suis tombé sur le site de l'ONICEP qui a sorti un article, sur, les andis en école d'ingénieurs. Il faut savoir qu'ils sont que 1 hein, d'andis dans les écoles d'ingénieurs. Je cite: «Faire une école d'ingénieur lorsqu'on est en situation de handicap ou à besoins spécifiques, c'est possible, virgule, point. À condition de bien réfléchir à son projet professionnel et de préparer son parcours avec l'école le plus tôt possible». En fait, à quel moment tu demandes ça aux autres Ouais. étudiants? Oui, oui, exactement. À quel moment? Et ça, c'est méga violent et c'est ça dans tous les pans. C'est pas que dans l'éducation, c'est pas de quand tu dois aller au resto, avec des potes, bah, tu peux y aller à condition que tu préviennes le resto qu'il faut bouger une table. Tu peux y aller à condition que tu as vérifié que les toilettes étaient accessibles. Tu peux y aller à condition de et en fait, cette condition, elle est toujours à la charge de la personne handi, elle est toujours à ta charge et en fait, c'est une charge mentale de malade. D'ailleurs, c'est pas pour rien que alors j'ai plus le chiffre exact, je vais dire une approximation, mais je pense que c'est 40 des personnes qui ont une ALD, donc une affection longue durée, qui ont également un trouble psychologique. Oui, bah ouais, il y a plein de questions qui se posent effectivement, de sortir de la norme, d'être entendu aussi dans ton vécu par le personnel médical, d'être respecté, de te confronter à un monde qui est pas fait pour toi, etc. Effectivement. C'est là où le problème est vraiment, c'est qu'en fait, on est dans un monde qui Mhm. catégorise et après qui hiérarchise et qui catégorise uniquement sur des normes, médicales et en fait, on est uniquement dans la norme médicale et à partir du moment où tu sors de la norme médicale et que, un médecin te dit: «Ah bah, untel il peut pas faire ça, il est donc handicapé». À partir de là, s'enclenche une stratégie de la société de hiérarchisation, à savoir que ta vie vaut moins, tu as le droit enfin tu as le droit, tu as justement pas le droit d'être avec les autres au stade de foot, tu as pas le droit d'être de passer, par le bel escalier de l'hôtel de ville, tu dois passer par une porte dérobée derrière les poubelles, prendre l'ascenseur. Et ça, c'est anodin, c'est des petits exemples un peu anodins, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que si tu es vraiment éloigné de la norme médicale, bah, en fait, la solution que la société, pour ne pas avoir à s'adapter elle-même, bah, c'est de te foutre tout simplement dans un institut. Tu vois? Dans un institut, médico-éducatif, dans un ESAT, et cetera et en fait, bah, là, ouais, on organise très très calmement la ségrégation, de personnes. Alors moi,
Tu vois, quand je disais que j'aurais pu, m'en foutre et le faire que pour moi, bah, typiquement, dans mon militantisme, je me suis intéressé à la question de la désinstitutionnalisation parce que moi, j'ai eu de la chance de alors juste faire de la convalescence et déjà, j'ai fait, quasiment 1 an cumulé, de convalescence à base de 2 fois 6 mois, dans un centre de rééducation pour tout petits. Calvaire! Mais même quand tu as pas toutes tes facultés cognitives, c'est un calvaire, en fait, donc et on se dit: «C'est un bon modèle. Tranquille, t'inquiète, pas de souci, on va rien remettre en question, quoi». D'ailleurs, quand je te disais qu'on hiérarchisait, moi, j'aimerais bien savoir et d'ailleurs ça n'existe pas, j'en ai cherché. On a très peu de chiffres fiables sur les violences qui sont faites au sein de ces instituts. Donc tu as la violence de fait à l'extérieur. Les instituts disent: «Nous, on protège», mais en fait, à l'intérieur, c'est un calvaire. Ouais, ouais. Bah, on en avait parlé pendant notre appel de cadrage où je te disais que j'habite donc à l'étranger, je suis en Italie, et que au début je me faisais la réflexion qu'il y avait beaucoup de personnes dans les rues avec un handicap qui était visible, beaucoup plus qu'en France. Plus de personnes par exemple avec une trisomie 21 qui étaient dans les rues avec leurs parents le week-end, etc. Et c'est juste parce que le modèle social est différent et qu'il y a une intégration sociale qui est meilleure. Pareil, j'en parlais avec des copains de mon coworking qui me demandaient quelle est la politique d'intégration d'élèves en situation de handicap à l'école. En France, c'est très marginal, il me semble. Ça va un peu mieux depuis la loi de 2005, mais ça a été, ça a mis, Oui, mais tu vois, moi, mes souvenirs de quand j'étais petite, je me souviens d'une seule personne, et sinon plus jamais, alors que mes collègues en Italie, c'était vraiment quelque chose qui était assez fréquent. Et donc, effectivement, c'est pour appuyer ton propos de dire que ben, les modèles sociaux ont un impact clair et qu'il y a des alternatives possibles pour, pour vivre ensemble, en fait. Oui, donc on va chercher, juste petite recherche de la définition, de l'OMS. Le handicap résulte de Mhm. l'interaction entre des problèmes de santé tels que la démence, la cécité, des lésions, et son environnement. OK? C'est l'interaction. Là où ils sont mignons en France, constitue un handicap au sens de la présente loi, donc loi de 2005, hein, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne. Jusque-là, on est parfait, nickel. Là, on est nickel. On est dans le modèle interactionniste, c'est parfait, tout se passe bien. Mais bon, ils se sont dit: «Bah, attends, là, ça nous fait un peu trop peser la charge, on va pas pouvoir s'en sortir, nous, petite société, 5e puissance mondiale». En 2005, c'était le cas. Du coup, on va rajouter: «En raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, cognitives ou psychiques». Et là, bah, tu viens légitimer le poids de cette dite limitation d'activité. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a plein de chercheurs qui le disent, enfin plein de chercheurs en droit et de philosophie et de sciences politiques, etc. Mais donc, du coup, tu viens faire porter la charge de ce handicap, non plus à l'environnement, mais c'est bien en raison de sa propre altération. Et donc tu viens remettre le modèle médical et ce qui explique derrière que, bah ouais, on va prendre des enfants, ça a été mon cas, des enfants à 3 mois après la naissance, qui pourraient très bien vivre avec une jambe tordue. Je veux dire, leur vie n'est pas en danger, mais on va quand même leur faire une opération de plusieurs mois pour leur remettre droite, leur laisser des séquelles psychologiques dans lesquelles on va surtout pas les prendre en charge derrière. On se dit d'ailleurs que ça n'existe pas, etc. Et ça, tu vois, moi, typiquement, pour me conformer au modèle validiste de ce que c'est que le corps valide, bah, j'ai quand même subi une vingtaine d'opérations. Je peux pas dire que les opérations que j'ai eues étaient pas utiles. Elles ont été utiles pour me rendre plus valide dans un monde de valides. Ouais, j'ai deux points de réaction. Ce que tu mentionnes, donc le fait d'avoir été opéré tout petit, alors qu'on ne se posait pas vraiment la question de si ça allait avoir un impact ou pas et si ta vie était en danger. Donc ça me fait beaucoup penser, tu sais, aux enfants hermaphrodites. On leur assigne un genre en fait, alors que ben finalement au niveau des comment dire des organes génitaux, c'est ambigu. Il y a certains enfants qui ont, par exemple, je sais pas, des testicules, mais également des ovaires. Et en fait, le genre leur est assigné tout petit. On va choisir l'organe qui est prévalent sans tenir compte de leur identité de genre qui se développera beaucoup plus tard, en fait. Et donc, il y a des enfants qui se retrouvent avec des énormes traumas et puis des opérations qu'ils n'auraient pas dû vivre. C'est Océan, la deuxième saison de sa série sur sa transition
parle de ça et c'est vraiment super intéressant de le savoir et terrible aussi de l'apprendre. Et ensuite, le deuxième élément sur lequel je rebondis, puisque moi aussi j'ai fait des recherches, je pense que tu mentionnes les travaux de Michael Oliver dans The Politics of Disablement, et il explique effectivement qu'il faut redéfinir le handicap comme une oppression sociale et non pas comme une déficience individuelle. Donc c'est exactement ce que tu expliques en fait, c'est qu'on fait porter la responsabilité des personnes en situation de handicap de ne pas pouvoir s'intégrer au monde tel qu'il est, alors que c'est le but des pouvoirs publics que de permettre à chacun de s'intégrer dans la vie. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça, alors il y a plein de chercheurs, il y a pas que lui, mais il y en a plein et en fait, c'est là où c'est passionnant, c'est que dès que tu commences un peu à fouiller le truc, c'est un terrain de recherche, dans toutes les disciplines possibles et imaginables, de la science de gestion à l'économie, à la science politique. Enfin, il y a plein de modèles qui te permettent de comprendre cette et ces réalités-là. Moi, je voudrais juste rectifier un truc parce que je peux pas dire que les opérations que j'ai eues étaient pas utiles. Elles ont été utiles pour me rendre plus valide dans un monde de valides. Aujourd'hui, je le regrette pas. Par contre, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu d'accompagnement psy étant petit. En fait, la seule phrase, moi, que j'ai reçue, c'est la phrase non, mais c'est pour ton bien. C'est bon, pour mon bien de quoi de me retrouver avec des aiguilles et des fils dans une plaie ouverte avec un corset qui vient te serrer jour et nuit, 23 heures sur 24. Enfin, tu vois, c'est mon bien, pourquoi? Enfin, ça veut dire quoi quand c'est quelque chose qui n'est pas saisissable pour un enfant. Et en fait, et je pense que très peu de parents, et là on peut arriver sur un autre pan politique qui pourrait être intéressant, c'est que en fait les parents qui donnent naissance à un enfant dit, ils sont pas accompagnés non plus. Enfin, en tout cas, à l'époque, ils le sont pas. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu mieux, je me suis un peu moins renseigné, mais aujourd'hui, moi, je me retrouve à devoir payer, 160 € de psy, pour un accompagnement qui a jamais été fait. Et c'est marrant parce que, tu vois, je travaille sur des questions, d'aide sociale à l'enfance et j'ai plein de jeunes qui me disent, qui sont sortis de l'aide sociale à l'enfance, qui me disent: «En fait, nous, on devrait être considérés comme, avec les traumas qu'on a eus, on devrait être considérés comme une ALD». Je fais: «Mais ouais, vous avez» enfin, oui, psy, une ALD psy, c'est sûr, pour beaucoup d'entre vous et c'est normal et c'est pas grave en soi. C'est juste que, là encore, on s'en fout, on s'en fout des ravages que ce modèle-là, peut avoir sur la psyché, quoi. De manière générale, les sujets de santé mentale sont vachement laissés de côté. Moi, ma maladie, elle s'est déclarée quand j'avais 20 ans. C'est seulement quand j'en ai eu 28 qu'on m'a dit, mais il faut faire un suivi médical. Et enfin, quel que soit le moment où tu te retrouves confronté à ce sujet-là, en fait, c'est pas un sujet anodin. Et il faut pouvoir en parler. Et c'est ultra sain, en fait, de construire ton rapport à ta maladie, ton handicap, tes traumas de manière générale, en étant accompagné. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est clair et je pense que ça, c'est sous-cote, hein, tu vois? Et c'est là où moi j'en veux beaucoup à la médecine. Enfin, en fait, la médecine, enfin, je suis désolé, hein, je suis pas d'un alors moi, je voulais être médecin quand j'étais petit, puis après j'ai voulu devenir directeur d'hôpital. Donc tu vois, tu vois comment j'ai fui le truc, en fait, à partir du moment où je me suis dit: «Ouh là, il y a un truc qui va pas». Là, je suis allé à Garches, il y a pas très longtemps, pour un bilan, en 2025, hein. Oui et donc du coup, vous avez quoi comme antécédents médicaux? Je lui dis: «Bah, une grosse DEP, en 2018, «Ah bon?» Et genre zéro lien qui est fait, tu vois? Il y a zéro proposition de, «Mais est-ce que vous avez besoin d'avoir accès, à des soins de santé mentale?» et cetera. Tu as 0 truc et en fait, là-dessus, ils sont complètement à la ramasse les médecins, mais parce qu'ils sont que sur le truc de, bon, bah, plus il sera valide, plus il sera heureux, quoi. Mais parce qu'ils sont et ça, c'est la définition du collectif de lutte handicap pour l'égalité et l'émancipation, le CLÉ, qui définit effectivement le validisme comme une croyance. Alors eux, ils se mettent dans une approche très culturaliste du validisme. Et moi, j'adore ça, hein, je trouve que c'est hyper intéressant. Ils sont quasiment identitaires sur le terme de bah, on est handi et en fait, c'est un peu la pride des handis, quoi. Et en fait, eux, ils définissent le handicap comme
enfin le validisme, pardon, comme une croyance de la société que l'absence de handicap et l'absence de maladie, confèrent une meilleure position, aux personnes quoi, et c'est tout à fait juste en fait, mais pas, tu vois, si tu dis à un validiste, enfin une personne qui te fait un acte de validisme, sans il te dira: «Mais non, pas du tout». Mais en fait, c'est parce qu'il s'en rend même pas compte que, de l'espèce de pitié qui renvoie, de l'espèce de mais c'est parce qu'en fait, c'est tellement intériorisé que le handicap, ça renvoie à des choses crades, à la pauvreté, à des trucs hyper négatifs et en fait, ils excluent totalement de leur champ de pensée, de leur schéma de pensée qu'en fait, être handi, bah, ouais, tu es un peu comme tout le monde, tu as des hauts et des bas, tu as des moments où tu vas être content, d'autres moments où tu vas pas être content, tu as des moments où tu vas être heureux et des moments où tu vas être malheureux et en fait ça, ils arrivent pas à le comprendre. Tu es forcément malheureux, quoi. Ou alors tu as forcément besoin d'aide, ou alors tu as forcément bah non, je suis désolé, en fait, là, je suis juste en train de sortir mon fauteuil comme toi, tu sors ton vélo le matin, j'ai pas pris mon café, tu me saoules, quoi. Et typiquement, les gens, ils comprennent pas que, bah, quand on te propose, 17 fois dans la journée: «Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide? Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide?» alors que tu fais juste ramasser un truc. Le truc, c'est que tu le fais bizarrement, pas selon eux, tu le fais différemment, tu trouves toujours des compensations puisque de toute façon, enfin, je crois beaucoup, que la plupart des humains veulent être indépendants. Enfin, ce qui est un peu con parce qu'on est tous interdépendants, mais on va toujours chercher à être le plus indépendant possible, tu vois? Et donc on va trouver des stratégies pour le faire. C'est juste que viens pas me demander de l'aide si tant que je suis pas par terre, quoi. C'est-à-dire que, on va me donner une assiette, souvent on va me do tu vois, typiquement, on va me donner une assiette, on va me la reprendre tout de suite parce que je la prends bizarrement. Mais t'inquiète, tu crois que je fais comment chez moi quand je suis tout seul? C'est l'exemple iconique, c'est par exemple les personnes qui placent leurs mains sur le dos d'une personne aveugle pour les diriger, et c'est ultra intrusif de toucher quelqu'un sans avoir demandé au préalable si on pouvait le diriger quelque part. Moi, c'est avec ça que je suis un peu rentré dans le, «Vas-y, j'en ai marre, je vais rejeter ces gens-là». C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de personnes qui se permettent de te toucher quand tu es en fauteuil, de te poser une pseudo-main amicale, vouloir te faire des checks quand tu es en festoche, de faire des blagues de merde du genre, «Aïe, tu m'as roulé sur le pied!» alors que tu étais à 1 mètre. Mais ça prouve juste d'une handiphobie la plus totale. C'est juste que comme ils ont pas l'habitude de nous voir dans leur environnement, ils sont mal à l'aise et donc vont sortir une blague de merde, tu vois? Et ça, moi je m'en suis rendu compte beaucoup, c'est de enfin, depuis assez récemment, et d'autant plus depuis que je prends plus mon fauteuil parce que je fais des plus grandes distances et cetera. J'essaye d'utiliser moins ma voiture, et donc je prends plus mon fauteuil pour me balader sur des grandes distances et en fait, les gens sont des zinzins, ils se permettent des trucs, mais de fou furieux, quoi et ça, pour le coup, bah, ouais, au bout d'un moment, tu vas envoyer les gens chier et non et après derrière, on va te dire que tu es aigri, que tu es frustré, exactement, mais non, bah, enfin, en fait, tu vas pas faire ça à quelqu'un et c'est pour ça que, moi, tu vois, une fois, je crois que c'était à la fête de la musique en 2019 ou un truc comme ça, donc pas très, très longtemps, enfin, j'étais en pleine, prise de conscience, tu vois? Et à la fête de la musique, j'étais en fait, moi, je suis avec un bon, pour celles et ceux qui sont handis en fauteuil, peut-être connaîtront, qui nous écoutent, ils connaîtront, c'est, une roue électrique, un N-bike électrique. Donc j'ai un truc qui me permet de brancher sur mon fauteuil, qui transforme mon fauteuil manuel en tricycle électrique. Révolution de la vie, ça pour le coup, je crois pas beaucoup en le technosolutionnisme, néanmoins ça c'est quand même une tuerie. Il faut que je sois un peu cohérent avec moi-même. Et le nombre de personnes qui, à la fête de la musique, cette année-là, m'ont fait des commentaires, mais genre de beauf, du genre: elle est cool ta bécane, vas-y tu me prends sur tes genoux», enfin, mais genre, bah non, en fait, enfin, Mais c'est marrant, tu vois, parce que, alors là, on fait des grandes digressions et après, on revient aussi au sujet qui nous a animés parce que tu as plein de trucs aussi. Enfin, là, on parle plus de vie quotidienne, etc. Je me suis rendu compte que cette beaufrie, elle était très, très française. Et que nous, on a souvent un ton très pédant, notamment vis-à-vis des Italiens. Ils sont ultra au taquet sur les questions de handicap. Et donc, je me suis mise à faire de l'improvisation théâtrale en italien. Et ils ont mentionné avec effroi le cas où un gars a fait une blague sur le fait d'avoir un enfant trisomique.
et que c'était une blague maladroite, et tous ils sont là, mais comment il a pu faire une telle blague et tout. Et pourtant, il y a des gens très beaufs qui font des blagues de merde sur les meufs. Et en fait, c'est des blagues qu'on aurait pu faire en France, mais easy. Et je me dis qu'on est vraiment mais à la masse complète sur cette espèce d'humour bien crasseux sur les sujets liés au handicap et que c'est très très répandu. Je pense qu'il y avait pas mal d'humoristes qui jusqu'à très récemment faisaient des blagues sur ces sujets-là et tout le monde Ouais, riait dans la salle. ouais. Ouais, ouais. En fait, j'ai fait cette digression parce que je voulais arriver à quelque chose d'assez capital sur la notion de validisme. C'est qu'en fait, quand tu analyses, et moi, c'est ce qui m'a rendu, j'avoue, un anarchiste marxisto NPA compatible, c'est que quand tu regardes la structure des discriminations et des violences qui sont faites aux personnes racisées, aux personnes identifiées comme femmes, et cetera, en fait, c'est les mêmes ressorts. C'est les mêmes ressorts et on va se permettre de te toucher, on va se permettre de te faire des commentaires, on va te demander d'où tu viens. Moi, on va me demander quel est mon handicap alors qu'on se connaît pas. En fait, tu es qui? Enfin et en fait, c'est exactement les mêmes ressorts. C'est-à-dire, tu es différent, je te le fais remarquer en première instance pour bien te rappeler d'où tu viens. Enfin, d'où tu viens ou de ce que tu es en l'occurrence. Et je le dis d'autant plus avec une bonne foi que je pense que ces erreurs racistes et sexistes, je les ai faites à dessein d'ailleurs. C'est pour ça que quand je te disais, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est que je m'exècre maintenant. Aujourd'hui, je pense que je pense que tu vois, typiquement, j'ai dû faire des vieilles blagues racistes, j'ai dû faire des vieilles blagues sexistes, mais oui, mais c'était et c'est toujours dans un but. Et en fait, c'est quand tu prends conscience de ce but-là ou de ce commentaire, ça peut être un commentaire anodin, tu vois, mais c'est quand tu prends conscience de pourquoi tu le dis, soit parce que en fait, c'est des blagues qui se font et donc en fait, c'est du racisme et du sexisme ordinaire, bah, ça peut être du validisme ordinaire, ça existe aussi. Et donc, c'est là où je voulais en venir. Tant qu'on n'aura pas une convergence des luttes sur ce type de lutte, on n'y arrivera pas. Et donc voilà. C'est marrant, ça fait écho à ma réflexion du moment. Je t'ai dit avant le début de l'entretien que j'étais un peu fatiguée. Donc c'est ma digression à moi. Là. J'ai donc lancé un appel à témoignages sur ce podcast en disant trop cool participer. Et sur 20 personnes qui m'ont contacté, il y a la moitié qui me parlent de violences sexuelles et des impacts que ça a eu. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, il y a grave convergence des luttes puisque la société est violente en elle-même et que ça touche aux sphères liées à la maladie, au handicap, dans le sens violence institutionnelle, violence médicale, etc. Éventuellement, violence sexuelle aussi sur les personnes qui sont à l'hôpital, en institution, etc. Mais il y a aussi ce type de violence qui existe partout dans la société qui peuvent créer des traumas et ensuite des troubles psy et des choses comme ça. Et donc, tu te retrouves effectivement à ce que tous les sujets convergent. Alors, je prends 2 secondes pour dire 2 choses. Un, quand tu regardes, c'est assez incroyable, quand tu regardes les militants antivalidistes, tu as très peu d'hommes et je pense que c'est, très, masculiniste, hein. Enfin, je pense que c'est aussi un privilège d'homme de pas subir, d'autres violences intersectionnelles, qui viennent, Est-ce que tu penses pas ouais. qu'il y a aussi un sujet où, en tant que femme, on est socialisé à plus s'intéresser au sujet de santé mentale, à ces sujets-là, à parler et à verbaliser un mal-être, alors que en tant qu'homme, t'es plus socialisé à affronter les choses, à te battre, etc. Et Si. donc, quelque part, à donner le change. Si, si, oui, mais c'est pour ça, je pense que je reviens sur la période où je me suis, moi écroulé, c'est que en fait, si, c'est toute la psychologie du guerrier, tu te bats, et du coup, mon deuxième élément, ma deuxième remarque, c'est que je veux prendre 2 secondes pour saluer aussi l'immense travail du collectif Les Dévalideuses. Force à vous parce que, faites un super travail pour le coup, de dénonciation des violences, intersectionnelles femmes et handicap. Gros sujet. Parce qu'il faut savoir que quand même les femmes handicapées, pour le coup, subissent un nombre de violences à la fois, pour le coup du point de vue institutionnel et physique qui sont bien plus grandes que nous les hommes et quand je vois moi ce que j'ai vécu, je me dis: «Putain quand tu es une fille, bon courage». Voilà. Alors, je reviens à, à des questions. Enfin, bref, je repars sur ma petite trame. Pourquoi est-ce que c'est important
selon toi, de se mobiliser en tant que personne handi? Je vais reprendre une idée que tu avais mentionnée lorsqu'on a échangé. Tu m'avais dit que, et je trouve que c'est très toi, tu rêverais qu'un jour toutes les personnes handi de Paris aillent pisser sur les toilettes non accessibles. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une action coordonnée pour faire bouger les choses? En fait, si t'es seul, t'es invisible. En fait, si t'es seul, t'es invisible et tu seul dans ton coin, tu gueules dans ton coin. Ouais, tu vois, ça m'est arrivé une fois de le faire. Bon, force aux travailleurs, au serveur qui a dû, et non pas le patron qui a dû, nettoyer ça. Je suis désolé pour lui, mais en fait, bon, déjà, il m'avait un peu mal parlé et en me disant: «Bah, elles sont là-haut et si vous voulez pas y aller, vous allez dans la rue». Je dis: «Bah, écoute, je vais aller dans la rue, mais pas très loin». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'avoir fait, à savoir pisser sur un bar, bah, j'ai essayé d'interpeller les clients et en fait, il y avait personne qui comprenait ce qu'on disait. Mais parce que personne ne se rend compte que seulement 4 ou 5 des bars à Paris sont accessibles et que ça fait depuis 2005 qu'on attend qu'ils le soient et que, moi, si j'avais eu un fils en 2005, il pourrait actuellement boire de l'alcool dans un bar qui n'est toujours pas accessible. Ou un fils ou une fille, pardon. Mais tu vois, enfin, ça fait 20 ans qu'elle existe cette loi. Il y a eu franchement assez peu d'avancées. Enfin, franchement, il y a assez peu d'avancées. Ou alors ça, enfin, je veux dire, c'est pas une priorité du gouvernement. Enfin, d'ailleurs, même quand c'est une grande cause nationale, on voit que ça avance pas, hein. Si on ne fait pas d'action coordonnée, si on ne se met pas au diapason tous ensemble pour dire ouais, on subit ça et c'est pas normal. Tu auras toujours d'autres personnes pour venir, des pairs, hein, d'ailleurs, enfin des pairs PAIRS, pour venir légitimer la situation actuelle. Tu auras toujours un idiot utile pour dire non, mais t'inquiète pas, c'est déjà bien, hein. En vrai, c'est déjà bien. Et après, tu auras les arguments classiques de ah bah ouais, bah ça coûte cher, ah bah ouais, mais ça prend du temps, bah il y a déjà des choses qui sont faites. Mais en fait, OK, ça prend du temps, tu vois? Mais ça prend pas 20 ans si tu as envie de le faire. Je veux dire, on a reconstruit la France en 45 en 10 ans, la France, hein, on ne parle pas de mettre des chiottes dans des bars, tu vois? Enfin et pareil, en fait, tu vois? Et puis c'est là où c'est marrant, on voit que c'est pas du tout intégré dans nos politiques qui sont enfin, dans nos responsables politiques qui sont particulièrement dans un modèle, assez charité, assez charitable et cetera. C'est que, et on voit qu'on manque de tous les handicaps possibles dans les sphères de décision. C'est que, moi, tu vois, j'ai bossé, avec un parti politique, je dirais pas lequel, dans la campagne de Paris, sur leurs, mesures, handi et j'ai repris leurs fiches à la base, c'était de la merde, quoi. Alors que c'est un parti de gauche, tu vois, et qui sont censés être sensibles à ce genre de trucs. Franchement, je leur ai fait, enfin, j'ai été obligé de tout reprendre. Typiquement, ils vont focus sur des trucs qui sont portés par les associations gestionnaires, genre le métro n'est pas accessible. Bah ouais, mais en fait, la ville en elle-même n'est pas accessible, puisque, encore une fois, on vit à 2000 à l'heure. Quand bien même tu rends le métro accessible, tu auras beaucoup trop de gens dans le métro aux heures de pointe, donc tu exclura toujours les personnes les plus vulnérables de ce métro-là qui ne voudront pas le prendre, soit parce qu'ils ont une agoraphobie, soit parce que ils sont en fauteuil, soit parce qu'ils sont aveugles, soit parce que en fait c'est tout le modèle économique qu'il faut reprendre, quoi. C'est donc il y a un gros chantier, mais en soi, est-ce qu'on y perd? Je veux dire, on est à deux doigts de faire sauter la planète pour des questions écologiques. On peut peut-être juste se dire, si c'est pas pour les Andes qu'on le fait, on réduit aussi pour nous, quoi, le rythme. Donc alors je vais revenir sur ta question à la base, pourquoi c'est important de le faire en collectif? Bah, parce que, sinon ça bouge pas, quoi. En fait, tu pas, tu existes en tant que et moi je le vois tous les jours, tu vois? Aujourd'hui, je rejoins encore aucun collectif structuré, j'en connais pas qui fassent des actions, incroyables. Pour l'instant, si, il y a Handi Social, que je salue aussi, incroyable, qui ont quand même, tu vois, ils sont arrivés pour dénoncer, des questions de logement, ils ont quand même bloqué Toulouse-Matabiau, une gare, avec leurs petits fauteuils, ils sont allés sur les rails, ils ont bloqué le truc, tu vois. Ils ont bloqué un avion à l'aéroport. Tu vois, bah ouais, bah en fait, tu peux rêver grand. Quand bien même t'es handi, tu peux rêver grand quand on est plusieurs. Tout ça pour dire que si on n'est pas en collectif et qu'on n'est pas tous unis, et en fait, moi je pense qu'il y a là-dessus
le modèle validiste nous empêche complètement de s'unir, voire même nous désolidarise, hein, tu vois, moi, le nombre de fois où quand j'ai commencé à parler de validisme avec d'autres Andis, en fait, ils sont tellement accrochés au fait de vouloir ressembler aux valides pour pouvoir s'intégrer. Je me suis pris des torrents d'insultes et de dénonciations de terroristes, quasiment, tu vois? Parce que je disais: «Mais attendez, vous en avez pas marre là, de devoir checker si le restaurant il est accessible, si, dans l'hôtel dans lequel on va», en plus c'était avec des camarades du club de tennis de table handisport. Tu es en mode: «Bah, on va pas faire ça toute notre vie, quoi», enfin. Bah, je présume que en fait, tu t'adaptes à des enfin, quand t'as pas connu autre chose, tu as difficilement conscience du fait que c'est comment dire? C'est pas normal et que tu peux aspirer à quelque chose d'inclusif. Oui, mais il faut bien qu'il y ait deux trois personnes, donc je pense que je devance, je crois, à ta prochaine question. Pourquoi est-ce que c'est important? En fait, c'est qu'en fait, il faut bien qu'il y ait deux trois personnes qui, essayent de fédérer et qu'on parle le même langage et qu'on ait les mêmes notions à partager. Typiquement, la notion de creep time, le temps qu'on prend quand on est en dit pour faire les choses, ça, si on n'est pas plusieurs, voire une armée d'Andis à l'expliquer au travail, à l'expliquer dans le corps politique, à l'expliquer, auprès des médecins et cetera, et que tous ces médecins ne lisent pas en plus de ce type de recherches scientifiques, tu vois? Qui sont hyper intéressantes et qui documentent, qui créent des notions pour expliquer une réalité, enfin des réalités de la vie, handi. Bah, si nous, on est en plus de ça, pas, outillés pour parler le même langage, donc bah, tu vois, on va pas y arriver. Est-ce que tu peux donner un exemple de CrypTime et de l'impact que ça a pour les personnes qui sont pas familières du concept? Typiquement, moi je fais un boulot, enfin j'ai la chance de faire un boulot où je bouge beaucoup, majoritairement en région parisienne. Bah, je vais toujours prévoir 10 minutes de préparation, à savoir mettre ma veste sur le dos, mettre mon sac sur le dos, prendre mes béquilles, fermer la porte, sortir mon fauteuil, le mettre dans la voiture, prendre la voiture, rester coincé dans les bouchons. Là où le métro serait arrivé depuis une demi heure, moi j'ai pris 40 minutes de plus à la fin. Et ça, c'est que du temps que tu dois anticiper, que tu dois, alors c'est pas très compliqué, hein, les valides te diront: «Bah, oui, bah, c'est pas très compliqué». Non, mais par contre, voilà, ça a un impact sur tes relations sociales, ça a un impact sur ta relation professionnelle, ça, parce que c'est 40 minutes de moins que tu as pas passé à bosser. Ça a un impact, sur le nombre de choses que tu peux faire dans ta journée et cetera. Mais tu as d'autres notions que le Crip Time. Alors, on parle beaucoup de misérabilisme dans le champ du handicap. L'autre versant du misérabilisme, c'est l'héroïsation. Donc là, on touche à un autre sujet de pourquoi c'est important de militer. C'est la représentation que le corps social a de nous. Quand tu regardes les handis dans les médias, ils sont soit misérables, donc hashtag gros téléthon où on est tous en train de pleurer, on pleure, ou hashtag AFM, pas FM Téléthon, mais APF, qui ne fait que des appels aux dons sur un espèce de truc un peu sensationnaliste. Et l'autre pendant qui fait face à ça, et t'as pas de juste milieu, t'as pas de, mais pas ça parce qu'on est invisible des médias, enfin en tout cas personne, aucun handi multimilliardaire ne dispose de médias, à mon grand dame. Peut-être que si Bernard Arnault devenait handicapé, peut-être que ça changerait, mais j'en doute. L'autre pendant, c'est l'héroïsation. Et en fait, l'héroïsation, bah, c'est ce que tu vois dans les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est ce que tu vois, c'est la phrase de ah, il a fait de son handicap une force. C'est des vidéos de gens qui descendent en fauteuil les marches du métro, et sous lequel on peut voir des descriptions du genre inspirant de fou, quoi. Non, mais le mec, aucune barrière, quoi. Bah si, la barrière, c'est qu'il doit descendre des marches avec un fauteuil, enfin, ça te semble normal, toi? Et donc, il y a là-dessus, ça a été encore une fois documenté par une chercheuse qui s'appelle Stella Young, américaine, qui a écrit, alors désolé pour mon anglais, We are not here for your inspiration, qui veut dire en fait, on n'est pas là pour ton inspiration, on n'est pas là pour. Et on appelle ça de l'inspiration porn. Donc, on n'a pas de juste représentation. Bah, c'est soit t'es mimimati, soit non, mais c'est vrai, quand tu regardes nos représentations, alors je parle en plus de ça que pour les handicaps, visibles, hein. La seule représentation que j'aime bien et qui trouve un peu grâce à mes yeux, c'est quand même Tyrion Lannister dans Shadow.
Quand il réfléchit, il casse tous les trucs validistes, hein. Il a un personnage en lui-même, en fait, qui est pas défini uniquement par son handicap ou sa différence. Exactement. Il a une vraie profondeur, etc. Ce sur quoi tu mets le doigt depuis le début, c'est en fait le fait que la communauté handi est tributaire de, comment dire, d'ajustements, de lois qui ne sont pas mises en place avec des par des personnes issues de la communauté handi. Donc il y a des lois qui sont définies, qui sont créées par des personnes valides, qui se disent que c'est top et qu'elles sont vraiment au meilleur niveau possible. Et en fait, c'est souvent déconnecté de la réalité et des besoins. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Parce que donc, tu m'avais... oui, tu as mentionné le Téléthon, des choses comme ça, où en fait, c'est des grosses associations qui parlent au grand public, mais en fait, c'est des personnes valides qui dirigent ces structures-là. Et idem pour le monde politique. Bah, ça commence vaguement à changer, mais là encore, c'est marrant parce que quand tu regardes, c'est quand bien même ces organismes gestionnaires font rentrer des personnes handies dans leur CA, dans leur conseil d'administration pour venir essayer de contrebalancer juste tu vois, enfin, c'est juste cette surreprésentation de valides qui font de la charité, etc. Quand bien même, en fait, c'est quand même pas des personnes qui sont des grands révolutionnaires et qui demandent la fin d'un monde validiste. Ce mécanisme-là, il marche pour une personne individuelle, mais ça marche aussi pour les associations qui sont dont on délègue la politique publique. Je suis désolé, je perds mes mots. À qui on délègue la politique publique. Le champ du handicap, c'est un des champs sociaux sur lequel il y a le plus de délégations de pouvoir public. Il y a une manne financière énorme. Il y a un tissu associatif gigantesque et ces assos, elles gèrent des établissements et services sociaux et médico-sociaux subventionnés par qui? Bah, par ceux qui décident de la politique. Et en plus de ça, derrière, on leur propose des rôles de représentation. On leur dit pas, on a 3 sièges pour que vous nous fassiez venir 2 ou 3 personnes concernées. On leur dit, ah bah vous qui êtes président de telle association, venez siéger à telle instance nationale ou locale. Je reprends par exemple le cas de la conférence nationale du handicap de 2023, celle où Emmanuel Macron a annoncé qu'il financerait l'entièreté des fauteuils, enfin les fauteuils roulants. Bon, déjà en 2023, hein. Il y a plein d'assos qui sont un peu militantes, qui ont flairé le loup et qui ont dit bah nous en fait on vient pas, il n'y a pas telle et telle mesure, nous on vient pas. Donc il y a eu un espèce de mouvement de boycott, hein, assez fort d'ailleurs, hein. Enfin bref, il y a des grosses fédés qui se sont mis dedans. Mais derrière, bah, t'as qui? T'as ceux classiques qui sont venus, je vais pas dire les noms, mais il y en a qui sont les classiques qui sont venus et qui, derrière, t'as Emmanuel Macron qui dit bah voyez, les associations, elles valident notre politique. Bah ouais, t'as toujours des idées utiles. Comment tu légitimes une politique publique bah, par l'absence de représentation directe des personnes et par deux, un gavage total Enfin, en fait, aujourd'hui, les assos, elles jouent pas un rôle de contre-pouvoir. Elles jouent un rôle de partenariat, de mise en place d'une politique publique dans lesquelles elles n'ont aucun mot à dire. Et quand bien même elles sont amenées à devoir mettre en place des politiques de tarification à l'activité où en fait elles doivent faire moult trucs en 2 minutes, enfin et là pour le coup je tape pas sur les travailleurs sociaux, enfin sur les travailleurs sociaux et les assistants de vie, c'est-à-dire qu'en fait ils sont amenés à devoir faire en suivant la politique de l'État, à faire un nombre de gestes incalculables en la minute où en fait ils sont amenés à devoir faire prendre une douche à des personnes en 45 secondes. Et ça, au niveau du conseil d'administration des assos, oui, c'est un problème, hein, vraiment, valorisation du travail social. Oui, bah. Mais non, mais en fait, il y a un moment où mettez tout le monde en grève. Je sais pas, mettez tout le monde en grève et puis mettez tous les handis devant le ministère des Solidarités et vous allez voir comment est-ce que ça réagit derrière. Là, ce sera une vraie action. Mais ils savent pas faire ce genre de choses. Bref, voilà. Moi, je voulais juste revenir sur une chose de pourquoi c'est important de militer. J'ai parlé de l'invisibilisation, j'ai parlé de l'enjeu de politiser le handicap, donc mettre un peu les responsables politiques, tout confondu, hein, devant leurs responsabilités et leur représentation qu'ils ont du handicap. Mais il y a une chose que j'ai pas abordée, c'est qu'en fait, faut pas oublier que la politique, c'est quand même, et là je vais prendre une phrase d'Édouard Louis, la politique affecte les corps.
Quand on fait le choix de rembourser ou pas tel médicament, de rembourser ou pas telle, aide matérielle ou humaine, quand on fait le choix de rendre accessibles des choses, on affecte les corps et on est plus ou moins violent envers les corps. Donc c'est un enjeu de survie aussi pour nous et encore particulièrement dans notre société aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas se contenter, je pense, de la charité d'un corps politique de valide qui, dans des temps économiques, qui vont bien, oui, nous font deux trois avancées par-ci par-là, deux trois miettes de pain, vas-y, école inclusive avec des Ulysse, des machins, et risquer de se faire pouillave à la moindre crise économique. Austérité, alors là, les réductions de la PCH en Île-de-France par Valérie Pécresse. Je reprends la réduction de la prise en charge de certains médicaments pour certaines ALD dans le PLFSS 2024-2026. Il faut bien se rendre compte que dans des moments où on a de plus en plus de contraintes de ressources, à la fois économiques mais aussi naturelles, en fait, on se dirige droit et d'ailleurs ça se voit hein, au niveau mondial, on se dirige droit vers un peu un darwinisme social où on va prendre des politiques publiques qui auront comme effet de dire bah, en fait, tout est de la responsabilité de chacun. Ta santé, c'est ta responsabilité. Trump qui défonce l'Obamacare, Milei qui veut plus du ministère de la santé ou de la solidarité, je sais plus lequel. Sarah Knafo qui te dit que il y a beaucoup trop d'aides, machin. Kasbarian qui se met à faire des lois horribles sur le logement. Quand tu perds ton boulot parce que par exemple tu as un cancer et que tu peux pas aller bosser et que bah bien sûr que tu vas pas payer ton appart. Et qu'est-ce qui se passe avec la loi Kasbarian? C'est que à la fin, bah tu vas plus pouvoir payer ton appart, donc on va t'enlever ton titre de droit d'être dans son appart, on va t'enlever ton bail en fait. Et au bout d'un certain moment, grâce à ça, bah, une super technique, par exemple, tu vas être considéré comme squatter dans ton propre appart. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la ministre Léotard ou Létard, je sais plus exactement son nom, qui disait, bah aujourd'hui, en fait, on a viré 95% de personnes, enfin expulsé 95% de personnes qui n'étaient pas des squatteurs. 5% c'était des squatteurs seulement. Donc, et la loi s'appelait la loi anti-squat. Donc on fait face quand même à une logique assez énervée de darwinisme social, et ça et on y fonce droit, mais droit. Et donc ouais, il y a un besoin hyper important de survie parce que bon, on va pas repartir sur le point de Godwin de la soirée, mais bon, enfin les juifs et les tziganes n'ont pas été les seuls à être génocidés à une époque quoi. Nous on a été gazés dans des camions et on a été jetés des toits. Hein, donc si on commence à coûter trop cher à la collectivité au bout d'un moment, tu vois, ça m'étonnerait pas qu'avec des gens qui sortent des tronçonneuses, ce soit pas que pour trancher dans du bois, quoi. Merci pour cet engagement. Alors, j'ai plutôt à te poser une dernière question qui peut-être a plus d'espoir. J'allais dire quelle est la place des nouveaux imaginaires, mais ça fait vraiment très AP culture Sciences Po, ça. C'est quoi les perspectives en fait? C'est quoi les axes selon toi qui peuvent permettre de rendre la société française plus inclusive? Bah, les axes, moi je pense que typiquement, je pense que j'en suis le produit pur et dur. Enfin, la première chose à faire, c'est surtout pas abandonner le progrès qui sont faits et il faut les saluer. Hein. Je tape beaucoup parce que voilà, tu m'as dit en intro, je suis une grande gueule, mais faut pas reculer sur l'éducation inclusive. Déjà parce que ça forme les personnes dès leur plus jeune âge à être au contact et qu'en fait, au bout d'un moment, on n'aura plus les vieilles blagues de genre ah tu m'as roulé sur le pied dans les festoches. Et aussi parce que ça donne les moyens d'autodétermination et l'auto-représentation des personnes. Et j'en suis le fruit, c'est-à-dire que moi j'aurais pas fait Sciences Po, je pense que j'aurais pas eu ce niveau de compréhension des textes de personnes. Mais tu vois, toutes les personnes qui militent aujourd'hui sont des personnes hyper diplômées. Or, tu as une frange assez petite des handis qui vont à l'université et la plupart s'arrêtent à la licence. Donc il y a ça. Après, il y a un autre enjeu. Hein, pour moi, c'est développer une forme de fierté, en fait. Alors, il y a un autre mouvement que j'ai pas abordé aujourd'hui, c'est le mouvement CRIP, que je maîtrise pas bien, mais bon, je vais donner 2-3 références qui permettront à tes auditeurs de creuser le sujet, mais c'est Charlotte Puiseux, qui est une grande militante CRIP et qui s'inspire en fait de la démarche identitaire des LGBTQI
A+, pardon, LGBTQIA+, en fait, on se dit: «Bah, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça pour les andis? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas fiers de nos corps? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas fiers de et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux autres: allez vous faire voir avec votre vision que vous portez et que vous voulez nous faire intégrer sur nos corps?» Bah, ouais, c'est ça l'imaginaire dont tu pourrais parler, c'est effectivement, créer une culture creep, créer une identité creep et en être fier. Je parle pas de communautarisme, et encore, du plaidoyer communautaire, ça existe et ça existera toujours et moi, je suis pas du tout, contre ça et la dernière chose sur laquelle et c'est pour ça que j'ai accepté de parler dans ton podcast, pour ça que je commence un peu à prendre la parole. Moi, j'ai un grand amour de l'éducation populaire. Bah, s'il y a des personnes qui n'ont pas la chance de faire des études de sciences politiques, bah, moi, ça me dérange pas d'aller prendre du temps avec elles et qu'on discute de leurs problèmes, que je le que qu'on me pose des mots communs, sur les difficultés qu'elles rencontrent et bien faire comprendre que on est dans des états de droit pour l'instant et que en fait, on n'est pas dans une tyrannie de la majorité. Trop bien, parfait. Ça me semble être un excellent programme. Pour conclure l'échange, est-ce que tu as un mot de la fin ou des sujets qu'on n'a pas abordés et sur lesquels tu veux revenir? Non, moi ça aurait été plutôt, toi comment tu vas? Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé et qu'est-ce que tu as enfin que est-ce que ça éclaire certains échanges que tu pourrais avoir avec d'autres, personnes que tu as auditionnées? Je sais pas comment on dit? Heu, Auditionner, ouais. ouais, Ouf. non. Que tu as interviewé, que tu interviewé, pardon. J'ai pas écouté tous tes épisodes, mais je me dis qu'il y a des moments où tu peux dire: «Ah bah tiens, oui, là, pour le coup, ils pourraient avoir le même enfin, un mot commun», typiquement, ils décrivent le même problème, mais ils ont pas le mot, quoi et donc voilà, je me demandais si ce que tu avais pensé de cet épisode et surtout, je me demandais, alors je suis désolé, c'est moi qui pose une question du coup, Vas-y, vas-y, vas-y. si, j'espère que ça va pas, nuire à ta réputation d'inviter, un militant, des droits, des Un personnes militant handies. d'extrême gauche, woke. Ouais, voilà. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu d'épisode jusqu'à présent aussi militant que toi. Il y a eu un épisode que j'ai enregistré mais qui n'a pas été diffusé avec quelqu'un d'un peu énervé, donc Benjamin. Il était énervé, mais je pense en lien avec des douleurs. Pas sur le plan militant, en tout cas à l'époque il l'était pas. Maintenant je sais pas. Et non, tu es le seul. Je réfléchis de personnes vraiment énervées, il n'y a eu que toi pour l'instant et c'est cool. Je pense pas que ça nuise à la réputation du podcast, bien au contraire. Enfin, déjà, si les gens, ça leur donne l'impression que ton témoignage pose problème, alors autant qu'ils s'en aillent directement parce que je suis plutôt en phase avec toi. Et ce podcast est plutôt de gauche, et plutôt militant, etc. Donc voilà. Moi, en fait, ça me fait penser, je me sens pas légitime, moi, dans mon militantisme sur les sujets handi. Et donc, ça peut être cool de clôturer là-dessus. C'est qu'en fait, moi, je suis peu ou pas impactée par ma maladie dans ma vie quotidienne. Et donc, j'ai peur de prendre une place qui... Enfin, je me sens pas légitime, en fait. Bon, pourtant, j'ai créé ce podcast. Mais c'est difficile pour moi d'arriver et de dire... Enfin, tu vois, de faire porter ma voix parce que je me sens pas directement concernée. Mmh. Mais tu vois, j'aurais un peu l'impression de m'accaparer une lutte sur laquelle je suis pas légitime. Donc, moi, mon militantisme, c'est de donner la parole et de rendre visibles les gens. Ouais, c'est déjà pas Et mal. je me sens bonne là-dedans. Mais après, j'ai trop peur de prendre de l'espace sur des trucs où je suis pas concernée, donc pas Ouais, experte. mais en fait, tu vois, tu as fait beaucoup de parallèles avec le féminisme, je vais le faire, à mon tour. Tu vois, le féminisme a besoin, également que les hommes, se mettent dans le féminisme. Enfin, tu vois, enfin, je pense, nous, on a Oui. besoin que les valides, fassent: «OK, j'ai été un sale con», Mais j'aurais très peur de faire un type de mansplaining, tu vois, ah, de valid explaining du coup? du valide splaining. Alors, je suis pas vraiment valide puisque je suis en situation de handicap Non, c'est officiellement, vrai. mais ouais, tu vois, de faire Ouais, ouais. un semi-valide Oui, oui, splaining. mais t'inquiète pas, je pense que j'en ai fait plusieurs, hein, moi-même. Mais en fait, il faut pas oublier que, on brasse des idées qui nous dépassent, on brasse des concepts qui nous dépassent souvent, moi, je suis pas un trotskiste de la pensée, antivalidiste, tu vois? Je pense qu'elle se construit, je pense qu'elle se enfin si, au contraire, je suis un trotskiste, dans le sens où je pense qu'il faut justement qu'on en discute et qu'on échange, tous ensemble, sur comment est-ce qu'on peut faire mieux les choses. Je suis pas un staliniste de la pensée antivalidiste, c'est ça que je voulais dire. Mais, et donc, moi, je suis plutôt sur un mouvement, enfin, j'aimerais plutôt un mouvement assez ouvert, tu vois? Alors, toujours en
en choisissant bien ses alliés. Alors oui, il y a un peu un côté de montrer patte blanche, faut pas faire enfin, et je pense que ça vient vite et faut prendre un peu les gens avec leur bagage. Bon là, je fais un peu mon côté SOSDEM, mais je crois un peu en ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut si les gens montrent une bonne volonté, tant mieux. Par contre, bah, on s'empêchera pas, de mettre un petit taquet. Enfin, un exemple tout bête, hein. Ah, je peux pas parler de cet exemple, c'est un truc de boulot, donc si j'ai des collègues qui m'écoutent, ça va pas aller. Un autre exemple, tu vois, bah, ouais, je prends la parole dans un colloque ou je prends la parole dans un truc et quand bien même tu es entre personnes convaincues, tu vas toujours avoir des personnes qui vont prendre, trop de fois enfin des personnes valides qui vont prendre trop de fois la parole ou qui vont reformuler ce que tu as dit parce que ta voix, c'est bien connu, est moins forte, que celle d'un valide. Ouais, là, on peut lui mettre un taquet, tu vois? Et je pense qu'il y a toujours plein de gens pour lui mettre un taquet. Le truc, c'est que tant que tu es pas en minorité, c'est ce que je voulais dire sur le quand tu me disais: «Pourquoi est-ce que c'est important d'être en collectif?» C'est tant que tu es pas en minorité, bah, en fait, on fait attention les uns les autres et là-dessus, c'est un côté très anard, de petite communauté, tu vois? Mais en fait, ouais, il y a un tant qu'on est entre nous, enfin, tant qu'on est entre pairs, mais avec d'autres gens, ben, il peut rien nous arriver. Parce que les autres seront attentifs et comme on en a discuté tous ensemble, on sait ce qui énerve les autres, on sait ce qui et je dis pas qu'il faut être, enfin, je pense que c'est impossible, de même moi, je pense que, tu vois, là, si j'ai certains puristes, de la lutte antivalidiste qui m'écoutent, je pense qu'ils vont tomber de leur chaise, tu vois? Il y a certains trucs que j'ai dû te dire, qui ont dû m'échapper, qui sont outrageusement, validistes. Mais parce que, oui, on vit dans ce monde-là, on vit dans ce monde-là et le but, c'est de faire un travail sur soi, c'est d'y réfléchir, c'est d'essayer d'avancer et en fait, moi, à partir de ce moment-là, tu vois, je fais confiance aux gens, quand ils oui, c'est pour ça que c'est très culturel, en fait, que ça doit de ça moi, je me mets dans une lutte antivalidiste très culturaliste. C'est parce que j'ai besoin de repérer mes pairs grâce aux références qu'ils vont mobiliser, grâce aux réflexes qu'ils vont avoir. Typiquement, je suis allé chez des amis là, valides, hein. Le grand truc de quand tu es en béquille et que tu es assis sur une chaise et que tu poses tes béquilles quelque part et qu'elles dérangent, le grand truc, c'est que systématique, au restaurant, chez des potes, qu'on te les prenne et qu'on te les mette ailleurs, mais genre à Mmh. plusieurs mètres, tu vois? Mais en fait, enfin, est-ce que je fais ça avec tes chaussures? Enfin, tu vois? Est-ce que je fais ça avec ton portable? Bah non. Et ça, c'est des comportements qui sont pour le coup très validistes. Et bah, chez mes potes, qui sont pas du tout acculturés, bah, le mec a le Becky le gênait, il les a prises, il s'est bougé, il les a reposées exactement au même endroit. Et en fait, c'est une question de je pense d'éducation, une question de conscience, d'attention aux autres un autre exemple, tu vois? Et là-dessus, j'ai envie de le saluer parce que mon frère, il est trop mignon, mais il a été élevé dans le même milieu que moi, je pense avec les mêmes croyances que moi, à la base. Et quand un jour il a voulu aider, une dame qui était en fauteuil dans un train, il a bougé son fauteuil, sans lui demander. Je lui dis: «Mais mec, ça tu le fais pas. Toucher le fauteuil de quelqu'un, c'est quasiment toucher son corps et c'est quasiment, en fait, c'est pas un objet», donc et à partir de ce moment-là, il a fait genre: «Ah bah ouais, en fait, c'est con». Et tant que tu es dans une capacité de dire: «OK, ce que j'ai fait, c'est pas bien» et que tu acceptes la critique et que tu acceptes le truc, et tu acceptes de revoir surtout et c'est ce que je disais, dans un autre engagement, c'est qu'en fait, ouais, il faut parfois accepter de revoir ses privilèges. En fait, c'est qu'une question de privilège. Être valide, c'est un privilège, c'est pas une chance, c'est avoir un privilège dans notre monde, c'est pas une chance. Ouais, et pour donner des perspectives aux personnes, alors pas semi-valides, mais valides, ta compagne, elle, si je me trompe pas, Juliette est valide. Pas complètement, elle a des lunettes, donc tu vois, Voilà, mais elle a des lunettes, mais malgré tout, quand on a fait l'entretien de préparation, tu me disais que tu devais vérifier auprès d'elle, etc., puisque elle est sociologue spécialisée sur ces thématiques-là. elle est pas sociologue. Elle n'est pas sociologue, Non, pardon, elle est j'étais pas persuadée. sociologue, mais elle est docteure en sciences de gestion néanmoins. Oh, pardon. Donc, et quelle est sa spécialisation? Elle a fait sa thèse sur la promesse inclusive des Jeux olympiques et paralympiques. Donc c'est pour ça que je tape un peu dessus. C'est parce que j'ai eu, un peu le truc, au cœur du réacteur mais oui, parce qu'elle, pour le coup, a une très, très grande connaissance, de tout ce monde-là et d'ailleurs si je me suis, d'ailleurs j'en ai pas parlé dans la genèse de mon militantisme par pudeur et par respect pour elle, mais
Je lui dois beaucoup dans ma radicalisation au sens noble du terme. Les termes de crip time, les termes de mouvement creep, les termes de inspiration porn, tout ça, en fait, moi, je l'avais pas. Et pourtant, elle est valide. Tu vois, encore une fois, vision culturaliste du truc, j'ai reconnu en Juliette quelqu'un de très attentif et de très sain d'esprit pour pouvoir identifier ces choses, ces éléments de domination dans la vie courante, quoi. Et c'est elle qui m'a fait remarquer que les gens me touchaient, hein. Tu vois, je l'avais tellement intériorisé. Mais ouais, elle m'a dit, en fait, ça me saoule que les gens te touchent, quoi. Enfin, c'est genre juste un manque de respect total. Oui, c'est comme... Bon, j'ai plus de carte SD, mais on peut continuer là. C'est comme... Bah, il faut que tu conclues quand même, non? Oui, oui, non, oui, je donne une dernière digression féministe et après on D'accord. y va. C'est comme le corps des femmes enceintes. Pendant très longtemps, on touchait les ventres Ouais, pour complètement. créer soi-disant de l'empathie Ouais. et tout. Et c'est super récent que maintenant on se dise, non, pas terrible. Mais tu vois, quand je te disais que moi, je suis pas exemplaire, bah, j'ai ma cousine qui était enceinte il y a 3 ans, je l'ai fait sans lui demander. Et bon, enfin, tu vois, j'ai senti que c'était une connerie, mais en fait, ça arrive à tout le monde de faire ce genre de conneries. Il faut juste se dire, ok, je sais que j'ai fait une connerie et je le referai pas. Mais tu vois, on trouvera toujours des moyens de progresser. Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, oui, je pense. Alors, pour conclure et donc je n'ai plus mon micro, je le fais dans mes écouteurs. J'aurais tendance à dire, donc en tant que moi, en situation de handicap, mais pas trop, que ce qui est important pour moi, en fait, c'est pas alors les actes sont importants, bien évidemment, mais c'est la capacité d'écoute et d'empathie. C'est-à-dire, pouvoir se remettre en question, que mon interlocuteur ou mon interlocutrice se remette en question, soit ouvert à mon discours et puisse apprendre de moi comme j'apprends de lui. Qu'est-ce qui, toi, te permet de te sentir safe, entendu, et cetera, avec, une personne, valide? Et quelles sont, selon toi, les bonnes pratiques? Si j'ai un conseil à donner à des personnes valides qui feraient face à une personne handi qui est énervée pour une raison, en fait, écoutez la personne et ne dénigrez pas son discours et n'invalidez pas son discours. Un exemple tout simple, hein, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de bah, c'est bon, c'est déjà, on a déjà fait pas mal de progrès. En fait, ça vient invisibiliser des violences qui restent particulièrement systémiques et maintenant que vous le savez, que c'est au même niveau que le racisme, que c'est au même niveau que le sexisme, bah, en fait, ayez-en conscience. Je ne sais pas comment vous vous sentez après cet épisode. De mon côté, Arnaud me confronte à un paradoxe troublant. D'une part, il énonce des principes avec lesquels nous sommes tous d'accord. Les personnes en situation de handicap doivent être pleinement intégrées à la vie de la cité. D'autre part, il démontre avec une facilité déconcertante combien nos modes de vie contredisent ces principes. Comme je l'ai dit dans l'épisode, ma posture est ambiguë. Si je me considère comme semi-concernée, je ne me sens pas légitime pour porter la voix des luttes antivalidistes. La posture d'allié me convient donc parfaitement. Soutenir les luttes, me documenter, offrir un espace de parole safe dans la vie et via ce podcast sont les piliers de mon action. Voici, selon moi, les points à retenir de cette discussion. Le handicap pose la question des violences systémiques et interpersonnelles qui s'alimentent mutuellement. Nous vivons dans un mode qui ne prend pas suffisamment en compte les enjeux d'inclusion. Le système lui-même est violent et légitime des violences interpersonnelles. À titre d'exemple, l'affaire Jean Portmanov m'a profondément marqué. Ce streamer et un autre créateur de contenu en situation de handicap ont subi des humiliations répétées sur la plateforme Kik sous le regard de milliers de spectateurs. Ces contenus ont été diffusés sans qu'aucune action légale ne parvienne à éviter le drame survenu cet été. Mon point ici est que tant que le système reste validiste, les violences interpersonnelles sont légitimées envers les personnes en situation de handicap. Le second point à retenir selon moi, c'est que ne pas vivre de handicap n'empêche pas de soutenir les personnes concernées. Si vous écoutez souvent l'Anomalie, vous savez que l'écoute est sans doute la posture la plus adaptée pour commencer. Ensuite, les impacts psychologiques du handicap sont encore trop peu reconnus, avec des effets dévastateurs. Arnaud mentionne la longue dépression qu'il a traversée après avoir pris conscience des efforts constants qu'il déploie pour s'intégrer dans un monde validiste. Alors, qu'est-ce qu'on fait, me direz-vous ? On peut se décourager et se dire que tout est perdu d'avance. Ou bien on se mobilise pour faire entendre nos droits. Arnaud le dit très bien. C'est dans la communauté qu'on trouve la force de se mobiliser et qu'on est finalement entendu. Un immense merci à Arnaud d'être venu témoigner dans l'Anomalie. C'était un plaisir de le retrouver et qu'il partage son énergie communicative. Je précise qu'Arnaud n'a jamais fait de mansplaining en ma présence et que je l'ai toujours apprécié. C'est mon petit clin d'œil pour le faire se sentir mal à l'aise, avec un petit sourire. Beaucoup de concepts sont évoqués dans cet épisode et on espère que vous avez tenu le coup. Des ressources bibliographiques sont présentes dans la description de l'épisode si vous souhaitez vous documenter. Avant de vous laisser quelques mots sur l'Anomalie. L'Anomalie est un podcast autoproduit, entièrement conçu et imaginé par mes soins. Vu que c'est un projet personnel, chaque marque de soutien est la bienvenue.
Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me laisser un commentaire pour me réchauffer le cœur, cela me fait toujours plaisir de vous lire. Enfin, vous pouvez partager un épisode qui vous a marqué à vos proches pour faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode qui arrive dans 15 jours, vous pouvez suivre l'Anomalie sur Instagram via le compte l'anomalie.lepodcast. J'ai récemment appris que bisous bisous se disait philakia en grec, alors je vous dis philakia et prenez soin de vous.